RMC After Marseille. Karine Galli. Bonjour à tous, bienvenue dans After Marseille. À mes côtés, comme chaque jeudi, évidemment, Rémi Dumont, salut. Salut Karine, salut tout le monde. Et notre invité aujourd'hui, c'est Ludovic Ferro, journaliste à la Provence et suiveur évidemment de l'Olympique de Marseille. Salut Ludo. Salut Karine, salut Rémi, salut à tous. Salut Ludo. Ce mardi 25 novembre, l'OM affrontait Newcastle, adversaire de 2004 qui laissait de très bons souvenirs aux fans olympiens. Pas de place en finale européenne au bout, mais un objectif très clair, gagner pour ne pas hypothéquer totalement ses chances dans la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions. Et l'OM l'a fait, l'OM a renversé Newcastle, une victoire 2-1 face aux Anglais, un deuxième succès en LDC en 5 rencontres. Et regardez, ce titre, c'est le titre de la Provence de mercredi, c'est un succès signé Aubameyang avec God Save Aubame. C'est l'homme qui a sauvé l'Olympique de Marseille parce qu'on rappelle que Marseille était mené 1-0 à la pause et finalement le Gabonais a inscrit les 2 buts de la victoire, synonyme encore d'espoir. Un petit mot déjà, Ludovic, sur cette ambiance parce qu'on a entendu parler notamment des observateurs étrangers anglais qui ont parlé d'une ambiance absolument folle. Celle de 2004, elle reste dans les mémoires pour beaucoup d'Olympiens. Comment elle était celle de mardi soir ? Une très très bonne ambiance, excellente même. Pas la plus belle ambiance que j'ai vécue au stade. Par exemple contre Leipzig en 2018, c'était quand même un cran au-dessus, mais c'est normal, c'était un match retour, un quart de finale. Là, ça reste un match de poule, mais très très belle ambiance tout de même, avec de beaux tifos à l'entrée des joueurs aussi. Il y avait énormément d'enjeux mardi soir, Rémi. Alors effectivement, j'ai fait le parallèle avec Newcastle parce qu'on pense tous à cette qualification qui avait lieu pour la finale de la C3. Mais là, il fallait absolument gagner pour tenter de continuer à espérer de vivre dans cette Ligue des Champions. Deuxième succès en 5 matchs, donc c'était quand même un match très important. Oui, parce que rappelez que Marseille avait débuté sa campagne européenne avec une défaite sur le terrain du Real Madrid avant de gagner à domicile face à l'Ajax, mais qu'ils ont perdu et au Sporting et face à l'Atalanta à domicile. Donc évidemment, fallait des points et heureusement que Aubameyang, le héros masqué, du coup était là mardi puisqu'il a marqué notamment 2 buts. Ce sont les 2 buts de l'OM qu'il a marqué en 4 minutes, la 46e et la 50e minute. On va voir ses stats sur le match puisqu'il a marqué 2 buts, il a tiré 8 fois au but, il a touché 10 ballons dans la surface de réparation adverse. Il s'est créé 4 occasions. C'est vrai qu'en première période, il y en a 2 notamment qu'il ne met pas au fond, mais il a réussi tous ses dribbles tentés, donc 2 sur 2. À 36 ans, évidemment, Aubameyang fait partie des joueurs forts de cette saison, puisque toute compétition confondue, cette saison, il est à 16 matchs, 8 buts et 8 passes décisives. Ça, c'est toute compétition confondue. Mais en Ligue des Champions, c'est 5 matchs, 3 buts et 3 passes décisives. Le petit genou de 36 ans qui offre la victoire de l'espoir. C'est le titre du papier principal de la Provence de ce mercredi, Ludovic. Et c'est vrai que finalement, Aubameyang, il symbolise beaucoup de choses parce que Rémi l'a rappelé, en première mi-temps, il rate des opportunités pour Marseille de revenir au score, parce que Marseille est mené 1-0 à la pause. Marseille tremble, Marseille est en difficulté. Et puis, il y a un tout autre OM en seconde période, qui est également symbolisé par Aubame, qui va égaliser dès la 46e minute et même offrir la victoire. Il y a vraiment 2 visages dans cet OM. On a l'impression de voir un OM qui est pris par l'enjeu en début de rencontre, par cette peur de perdre à nouveau en Ligue des Champions, avec aussi les restes de la prestation face à l'Atalanta Bergame qui le pressing surtout de Newcastle. Voilà. Oui, mais c'est vrai que Marseille quand même ne fait pas, moi je trouve, une entame de match comme on pouvait espérer. Cette première mi-temps, elle est pleine de regrets et donc on repense à ce qui s'est passé face à l'Atalanta Bergame, etc. Et puis finalement, il y a un tout autre visage en seconde période. Il y a un OM qui est totalement différent en première et en seconde. Il y a de la peur et puis il y a de l'espoir. Oui, pas toute la première mi-temps, je dirais surtout le premier quart d'heure où l'OM n'a pas joué, a concédé pas mal d'occasions. Ensuite, l'OM a eu beaucoup le ballon autour de la surface de Newcastle, s'est procuré quelques occasions, donc c'était pas si mal que ça, mais heureusement qu'ils réussissent à égaliser au retour des vestiaires, sinon le doute aurait pu s'installer si les minutes s'étaient égrenées sans égalisation, je pense.
Aubameyang, c'est lui qui doit porter Marseille. Il l'a encore porté mardi soir. On va parler également des choix, évidemment, de Roberto De Zerbi, parce qu'il y a eu la surprise du chef. Alors forcément, la surprise, au final, elle est belle, mais elle a pu faire peur. C'est celle de Bacola, qui était en 10. Première titularisation en pro pour un gosse qui n'a pas 18 ans. La première, c'est en Ligue des Champions. La première mi-temps est très compliquée. Et puis après, il y a cette passe décisive pour Aubameyang. C'est-à-dire qu'il aurait pu être sorti à la pause. On se souvient des choix, notamment, de Zerbi lors du match à Lisbonne. Là, il n'a rien changé à la pause alors que l'OM est mené. Ouais, d'ailleurs, je fais appel à Samantha Zvek qui va vous montrer la composition de Marseille ce mardi soir face à Newcastle, où effectivement Daryl Bacola jouait ses premières minutes en Ligue des Champions, le tout dans la peau d'un titulaire. Alors, c'était vraiment la seule grosse surprise de cette composition, parce que sinon c'était de l'habituel, avec Aubameyang devant, avec une défense à 4 et Balerdi, Pavard en défense centrale, Vermieren et Højbjerg à la récupération au milieu de terrain, Greenwood évidemment, Pelchao sur les côtés. Pour le coup, Bacola, oui, je trouve moi qu'il a plutôt bien joué. Alors en première période, il s'est pas démonté, je trouve. Le ballon lui brûlait pas les pieds, alors qu'il y avait des cadors normalement qui eux étaient un petit peu pris par l'enjeu. Ouais, lui justement, il a montré qu'il savait affronter la pression. Alors peut-être le seul petit défaut qu'on pourra lui attribuer sur ce match-là, c'est évidemment son carton jaune pour simulation quand il est le plongeon. Voilà, quand il est pas loin de marquer son premier but. Mais bon, voilà, il a peut-être pas aussi l'habitude d'avoir un arbitrage vidéo en Youth League, ou en tout cas avec la réserve de l'OM, et ni d'avoir ce genre de situation, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est un milieu offensif, donc il jouait bien à son poste. Il oscille entre le milieu relayeur et le milieu offensif, et pour le coup, il jouait en pur numéro 10. Ses stats sur ce match, il a joué un tout petit peu plus d'une heure, puisqu'il a joué 62 minutes. Il a touché 33 ballons. Il a réussi 21 passes sur 24, donc 88% de ses passes. Il a gagné 75% de ses duels. Et comme tu le disais, il a réalisé une passe décisive pour Aubameyang sur notamment le premier but, le but de l'égalisation. Et je vous invite notamment à lire un papier de Flo Germain sur rmcsport.fr, Daryl Bacola, les coulisses d'un choix plein d'audace et de promesses. Un mot, Ludovic, sur Bacola, parce que effectivement, l'histoire elle est belle. Marseille a gagné, il est auteur d'une passe décisive, il n'a pas été sorti à la pause, il a eu des moments difficiles et des meilleurs moments, mais c'est extrêmement risqué. Parfois, ta première, elle peut être ratée. Lui, il va s'en souvenir, c'est exceptionnel. Mais franchement, De Zerbi, c'est osé, parce que c'était un peu le match de la dernière chance en Ligue des Champions, on le rappelle. Oui, quand on voit la compo, on peut être tenté de se dire que De Zerbi joue un peu au poker en mettant Bacola pour sa première titularisation. Après, c'est l'entraîneur de l'OM, il voit ses joueurs à l'entraînement tous les jours, il étudie l'adversaire, donc il fait pas n'importe quoi non plus. Et là, le pari qui semblait très très risqué a été gagnant. Un pari finalement gagnant. On a vu également à la fin du match une interview vraiment touchante avec le papa, entre guillemets, Aubameyang, 36 ans, avec le genou qui n'a pas 18 ans. C'est aussi des mélanges de générations. Oui, parce que c'était chez nos confrères de Canal+, où justement on a appris aussi son surnom à l'entraînement, Mesut Özil, pour Daryl Bacola. On comprend mieux vu la passe qu'il a offert à Pierre-Emerick Aubameyang. Il y en a un autre qui a parlé justement de Daryl Bacola, c'est Roberto De Zerbi, qui a expliqué pourquoi il avait fait ce choix et comment il avait ressenti justement la prestation de Daryl Bacola. En première mi-temps, il a montré de la personnalité et ça m'a plu. Il a fait quelques erreurs, bien sûr, mais les joueurs ne sont pas comme des abricots. Un abricot mûrit juste en restant sur l'arbre, tandis qu'un joueur a besoin de matchs pour mûrir. Il faut parfois prendre des risques et c'était son jour, parce que le Vélodrome est un stade généreux avec les jeunes et cela l'a aidé, même dans ses erreurs. Je l'ai préféré à Angel Gomez pour des questions physiques, surtout face aux joueurs de Newcastle, fort dans ce domaine. Je lui ai juste demandé de jouer comme il aurait joué au parc avec ses amis, sans pression, car la pression ne sert à rien. Daryl Bacola qui a bien écouté du coup Roberto De Zerbi, puisqu'on le rappelait, il a joué sans pression, et juste avant cette première titularisation en Ligue des Champions, cette saison c'était seulement 24 minutes de jeu en Ligue 1, avec des apparitions contre Rennes, Paris FC, Lyon, Le Havre et Brest.
C'était la surprise du chef. C'est vrai que lorsqu'on parle minot, jeune joueur de l'OM, on pense plus à Vaz, parce que c'est lui qui a le plus de temps de jeu, c'est lui qui a déjà marqué les esprits. Et donc là, c'est Bacola, la surprise en numéro 10. Donc première titularisation en pro pour le joueur. Et c'était donc en Ligue des Champions. On va continuer à parler de ce match Marseille-Newcastle qui s'est joué mardi soir. Est-ce qu'on peut parler, selon toi, Ludovic, de match déclic? Marseille réussit une bonne saison pour l'instant. En Ligue 1, tout va bien. Ils sont deuxième. Mais il y avait un problème en Ligue des Champions. Il y avait un déficit de points. Là, on en est à 6 points en 5 journées. Il y aura encore 3 adversaires. On va les donner. Le 9 décembre, il y a l'Union Saint-Gilloise. Marseille qui se déplacera. Tu as la réception de Liverpool. C'est le 21 janvier 2026. On verra quel est... le visage de Liverpool voilà, à ce moment-là. Parce que là, on a l'impression que tout le monde peut battre Liverpool, mais ça peut s'inverser. On ne sait même pas si Slot sera encore sur le banc des Reds, mais ça, c'est un autre sujet. Et enfin, à nouveau, un déplacement en Belgique sur la pelouse du Club Brugge. Ça sera le 28 janvier. Est-ce que pour toi, on a parlé de match déclic face à Paris, on a parlé de match déclic face à Strasbourg. Est-ce que pour toi, ce match-là, il est plus déclic que les autres ? Ça, on le saura après, mais c'est sûr que gagner un match face à une équipe du top 4 européen, déjà, c'était plus arrivé depuis 2012, je crois. Et c'était contre l'Inter Milan d'ailleurs. Donc oui, ça peut permettre à cette équipe de plus croire en elle en Ligue des Champions face à des références européennes comme les Liverpool, un peu moins Saint-Gilles et Bruges, c'est solide aussi. Donc ça peut permettre à l'OM de se remettre à l'endroit, même si il y avait eu que 3 points en 4 matchs, mais le bilan était quand même un peu sévère, même s'il y a rarement de hasard en foot, mais il était un peu sévère avec pas mal de circonstances défavorables. Là, il y a eu pas mal de circonstances favorables qui ont permis à l'OM de ne pas être mené 2-0, notamment en première mi-temps, et ils ont su en profiter. C'est de bon augure pour les 3 dernières journées. Marseille ne prenait pas les points en Ligue des Champions, c'est ça la réalité, face au Sporting, face au Real, face à l'Atalanta Bergame. Là, ils ont été capables de renverser les Magpies. Est-ce que pour toi, c'est un match déclic ? En tout cas, moi j'ai entendu dans les analyses beaucoup de personnes qui disent ça, ce match-là, il est vraiment marquant dans cet OM 2025-2026. Je pense notamment à Eric Dimeco, consultant évidemment à RMC, qui débriefait le match après dans l'after-foot mardi soir. Pour moi, il a son importance parce qu'il a plus de valeur que la victoire contre l'Ajax. Parce que quand on regarde évidemment le classement en Ligue des Champions, on voit que l'Ajax, tout le monde se sert quand ils affrontent l'Ajax. Tout le monde gagne contre l'Ajax. Là, Newcastle, il faut rappeler quand même qu'ils avaient gagné le week-end dernier contre Manchester City, ce qui n'est pas rien. Ils ont donné du fil à retordre au Barça en Ligue des Champions quand ils les ont affrontés. Je ne sais pas si c'est un match déclic, mais en tout cas, c'est un match qui apporte de la confiance et ça fait du bien, surtout après les périodes compliquées qu'ils ont pu vivre en Ligue des Champions. Mais il y a un entraîneur, c'est Roberto De Zerbi, lui, qui voit ce match comme un match déclic, surtout pour relancer Marseille en Ligue des Champions. De la confiance. On peut être compétitif en Ligue des Champions, on ne doit pas avoir de remords, de regrets. On a montré qu'on était capable de battre Newcastle, mais aussi de gagner les 3 autres matchs restants parce que nous avons la qualité pour le faire. Il fallait jouer, tout donner pour rentrer à la maison sans regret. Voilà, comme quoi Roberto De Zerbi a encore de l'espoir. Faut dire, on va rappeler juste la place de l'OM dans cette Ligue des Champions en saison régulière. Ils sont 21e avec 6 points et ils sont donc du coup à quelques places, à 2 points seulement de Tottenham, qui fait partie des barragistes notamment. Et on dit souvent, Ludovic, que pour essayer d'être présent dans les 24, il faut avoir entre 9 et 11 points. C'est à peu près la moyenne. Alors on n'a pas beaucoup évidemment de recul parce que cette formule a été lancée l'an dernier, mais c'est à peu près ça. Quand on voit effectivement le calendrier marseillais, on se dit que c'est jouable. Oui, prendre 4 points sur les 3 derniers matchs, on se dit que c'est jouable. Sur le papier, c'est jouable. Lyon Saint-Gilloise, quand même, a battu Galatasaray là, mardi, donc ce qui est une surprise, ce sera pas facile. Bruges à domicile aussi, on avait pu voir contre Monaco et contre le Barça que c'est très compliqué d'aller jouer là-bas, notamment ils ont des contre-attaques fulgurantes par leurs attaquants très rapides, donc c'est très jouable. Liverpool, ça sera une inconnue comme vous l'avez dit aussi, c'est très jouable, mais il faut les prendre ces 4 points, voire ces 5 points ou 6 points, et ça sera pas facile non plus. Ah oui, mais ça, si on veut continuer en Ligue des Champions, il faut gagner des matchs. Non, mais ce qui est limite paradoxal, c'est que sur les 3 prochains adversaires, limite le plus pronable en ce moment, c'est Liverpool. Oui, le problème, c'est que c'est le 21 janvier, donc d'ici là, ça risque de changer. Les dynamiques peuvent changer, effectivement. Moi non plus. Mais on sait jamais avec l'OM.
On verra. De toute façon, bon, alors, le problème, c'est que ça sera au Vélodrome. Mais évidemment, Mathieu Valbuena l'avait fait dans l'antre d'Anfield. On débriefe cette victoire de mardi soir. Marseille-Newcastle 2-1 avec Ludovic Ferro, journaliste à la Provence, et Rémi Dumont. Vous êtes bien dans l'After Marseille avec Ludovic Ferro, notre invité journaliste à la Provence, et Rémi Dumont. On revient sur la soirée de mardi soir. Marseille avait rendez-vous avec l'Europe, avec la réception de Newcastle, et l'OM s'est imposé 2-1. Marseille qui a renversé la vapeur. C'était très mal parti. On vous rappelle qu'à la 6e minute, Marseille était mené après un but de Barnes, et finalement Aubameyang, le minot de 36 ans, le genou, a offert la victoire aux Marseillais en inscrivant 2 buts en seconde période. Un match qui était ô combien important. Un match qu'on peut dire aussi un petit peu d'historique, parce qu'en tout cas, il y a des chiffres parlants, Rémi. Ouais, notamment, tu parlais de Pierre-Emerick Aubameyang. Il s'installe et grimpe au classement des meilleurs buteurs de l'OM en Coupe d'Europe. Selon Transfermarkt, le premier, c'est Jean-Pierre Papin avec 23 buts en 29 matchs. Le second, c'est Mamadou Niang avec 18 buts en 48 matchs. Le troisième, c'est Skoblar, avec 14 buts en 17 matchs. Et donc, le petit jeune Aubameyang qui apparaît à la 4e position avec 13 buts en 18 matchs avec l'OM en Coupe d'Europe. Et il devance Drogba qui a 14 buts en 14 matchs. Donc voilà, pour vous montrer à quel point Aubameyang continue de marquer l'histoire avec l'OM, puisqu'il avait déjà été sacré meilleur buteur de l'Europa League avec Marseille sur une saison notamment. Et un autre fait historique qui concerne un minot, Daryl Bakola. On en a parlé dans la première partie de l'émission. Lui aussi, il rentre dans le top 5 et même le top 3 des plus jeunes joueurs de l'OM en Ligue des Champions, avec Marquet qui avait débuté à 17 ans, 5 mois et 5 jours. Il est suivi par André Ayew à 17 ans, 10 mois et 7 jours. Daryl Bakola avait 17 ans, 11 mois et 26 jours mardi dernier. Tadjidine Mabadi, 18 ans, 8 mois et 2 jours lorsqu'il est entré face au Sporting, et Robinho Vaz qui fait presque figure d'ancien maintenant à 18 ans, 8 mois et 5 jours. Quand on regarde ce classement, on s'aperçoit que les 3 de ce top 5, les 3 derniers de ce top 5 sont des joueurs de cette saison, avec donc Bakola, Mamadi et Robinho Vaz. Des bonnes choses. Marseille qui fait effectivement confiance aux jeunes. Un mot forcément, on est obligé de faire le parallèle avec Drogba. Vous l'avez fait, Ludovic, le parallèle dans le journal La Provence. Auba la joue comme Drogba qui avait marqué le doublé face à Newcastle en 2004, et Aubame qui lui a marqué ce doublé mardi soir. Forcément, il y avait un parallèle assez facile, mais aussi un clin d'œil à faire à cette belle soirée de 2004 et cette belle soirée de 2025. Oui, ce qui est frappant aussi, c'est que la première saison d'Aubameyang, il fait un parcours en Ligue Europa à la Drogba aussi. Il manquait que la finale. Et Aubameyang, contrairement à Drogba, lui, est revenu à Marseille pour le plus grand plaisir des supporters qui voient bien qu'il n'est pas du tout cramé par son année en Arabie Saoudite. Oui, parce qu'effectivement, Drogba a très souvent dit qu'il rêvait de revenir à l'Olympique de Marseille. On l'attend toujours. Ouais, ça ne s'est jamais fait. Il est revenu, mais une fois à la retraite. Voilà. Aubameyang est revenu beaucoup plus vite. Et puis, ce qui est marrant, c'est que lors de sa deuxième présentation cet été à l'Olympique de Marseille, il disait qu'il avait toujours les mêmes qualités. Il en avait même plus, puisqu'il avait de l'expérience en plus. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de ça, au-delà de son apport, on va dire, technique sur le terrain, il fait vraiment figure de grand frère. On voit son entente avec Robinho Vaz, par exemple, et on voit qu'il tire le groupe vers le haut, et il a vraiment, je trouve, des ondes positives dans ce Marseille version 2025-2026. Et il se régale, il le dit, on le voyait même, je sais plus où je lisais ça, mais qu'à la fin du match, il y en avait qui avaient des crampes, parce qu'effectivement c'était un match avec beaucoup de tension, et lui il était encore frais comme un gardon sur la pelouse au moment du coup de sifflet final, malgré ses 36 ans. Rémi, par rapport à ce qu'on a vu mardi soir, tu voulais revenir également sur le milieu de terrain, oui, qui fait du bien, qui est de plus en plus utilisé par Roberto De Zerbi. Il avait dit, s'il est toujours bon comme ça, il sortira pas du 11 de départ, et effectivement il continue à engranger les bonnes prestations, c'est Vermeeren. Exactement, parce que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est déjà sa science du placement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est quand même très jeune, qu'il a fait beaucoup d'interceptions, il était toujours bien placé, et j'aime beaucoup ses prises de balles. Elles sont toujours
en mouvement et en direction du but adverse. Et je trouve ça assez positif et assez intéressant parce que quand on comprend et on regarde la façon de jouer des équipes de De Zerbi, il correspond parfaitement au style de jeu de De Zerbi avec de l'intensité, un côté offensif. Et je trouve qu'il fait pas de bruit, mais par contre, il fait beaucoup de bien à l'OM. Et c'est vrai que sur certains matchs, on n'a peut-être pas trop compris pourquoi il n'était pas là, mais là, on s'aperçoit au moins que quand il est là, on comprend pourquoi il est là, justement. Et on l'a vu dans la composition d'équipe, il était aux côtés de Højbjerg qui avait été laissé au repos vendredi soir lors du match à Nice et là qui retrouvait sa place de titulaire. Un mot, Ludovic, est également sur Vermeeren, des mots élogieux dans la Provence de mercredi. 7,5, c'est sa note sur 10. Vous parlez d'omniprésence, de joueur qui aimante des ballons, qui fait admirer sa technique. C'est l'une des bonnes pioches de l'OM de ce mercato estival. Oui, comme le disait Rémi, d'ailleurs, ça avait été assez incompréhensible qu'il reste sur le banc tout le match face à l'Atalanta, alors que l'OM réussissait à garder le ballon au milieu de terrain. Et non, il s'est imposé là depuis le match contre Brest. Ça correspond aux 3 victoires consécutives avec la manière d'ailleurs, Brest, Nice et Newcastle. Et contre Newcastle, il a fait un très bon match face à des Sandro Tonali, des Bruno Guimaraes, des milieux de classe mondiale, et il a montré qu'il avait le talent pour être titulaire à l'OM. En tout cas, il pallie pas devant Angel Gomez ou Matt O'Reilly par exemple, qui sont moins convaincants, je trouve, depuis leur arrivée. Ce qui est étonnant aussi, je trouve, par rapport à Vermeeren et notamment plus globalement au milieu de terrain, c'est qu'il a expliqué par exemple Roberto De Zerbi qu'il avait mis Daryl Bacola en numéro 10 parce qu'il le préférait techniquement et tactiquement et physiquement d'ailleurs à Angel Gomez. J'ai l'impression que voilà, au niveau du milieu de terrain, on commence à trouver des valeurs sûres entre guillemets, avec Højbjerg évidemment, avec Vermeeren pour le coup, parce qu'on voit ses prestations en Coupe d'Europe. Alors après, est-ce que Vermeeren pourrait être positionné en numéro 10 pour avoir peut-être 2 joueurs à vocation plus défensive derrière lui pour s'exprimer plus offensivement, ce serait à voir, mais je trouve qu'il va commencer, s'il continue comme ça, à poser de sérieux problèmes aux titulaires en puissance au milieu de terrain, je trouve. Écoute, laissons-le là, dans son poste au milieu, il est bien, il fait des très bons matchs. On devrait le retrouver samedi pour la réception de Toulouse. On va se projeter, parce qu'on l'a dit, c'était le match un petit peu de la dernière chance. Maintenant, Marseille peut se projeter, mais voilà, il y a forcément un hic. C'est que le 9 décembre prochain, ça sera donc le prochain match de Ligue des Champions. Marseille sera sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Et il y a une grande question, Rémi, c'est est-ce que Marseille aura encore ses Africains ou pas ? Parce que normalement, la date a priori pour libérer les joueurs qui vont partir à la CAN, c'est le 8 décembre. Oui. Il faut négocier. Oui, il faut négocier parce qu'il faut bien comprendre aussi que ça fait partie, en gros, des dates FIFA avec l'organisation de la CAN qui aura lieu du 21 décembre au 18 janvier et qui sera à suivre d'ailleurs sur RMC, sur les ondes de RMC. Seule radio officielle présente au Maroc et qui retransmettra la CAN en intégralité. Voilà, donc en gros, pour se régaler, il faut écouter RMC. Mais c'est surtout, faut négocier pour Marseille parce que effectivement, ça dépendra aussi des sélections, comment elles vont s'organiser, parce que plusieurs sélections vont arriver en amont ou alors vont avoir leurs joueurs en amont avant de se rendre au Maroc. Et pour le coup, c'est super important que Aubameyang soit là. Pourquoi ? Parce que Amine Gouiri est blessé et il est algérien, donc s'il revient, il pourra dans ce cas-là prétendre à une place pour la CAN avec l'Algérie, et que Neil Maupay, lui, vit une saison très compliquée parce que il est plutôt remplaçant, voire au placard, et que remplaçant, t'es sympa. Voilà, c'est quoi, j'essaie d'être sympa, mais du coup c'est très compliqué. Le seul, on va dire entre guillemets, attaquant pourrait être Mason Greenwood ou Robinho Vaz, ce qui laisse pas beaucoup de choix à Roberto De Zerbi. Et on rappelle qu'il y a aussi même les problématiques, par exemple pour Aguerd. Alors Aguerd là, il est évidemment pas apte pour le match de Ligue des Champions. Ludovic, c'est une question cruciale pour l'Olympique de Marseille. On discute, il y a des tractations pour essayer d'avoir le maximum de joueurs présents en Belgique pour ce 6e match qui est ô combien important. Oui, c'est même un sujet crucial pour tous les clubs en lice, en Ligue des Champions et en Ligue Europa, voire en Ligue Conférence. C'est dur d'imaginer plusieurs joueurs africains aller en sélection le jour ou la veille de match décisif en Coupe d'Europe.
Je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ça négocie dur en ce moment pour que Aubameyang, Aguerd et Traoré, s'ils reviennent blessures un jour, puissent disputer ce match avec l'OM. Ça serait difficile à envisager d'avoir seulement Robinho Vaz en numéro 9 disponible pour un match où l'OM joue sa survie européenne. Sachant qu'en plus, là, on parle que d'un cas précis qui est la CAN, mais il faudra aussi prendre conscience que peut y avoir des blessés, des suspendus d'ici là, et donc ce serait très compliqué. Alors après, quand on regarde le calendrier de l'OM, ils vont affronter donc l'Union Saint-Gilloise le 9 décembre. Ensuite, le 14 décembre, il y aura un match de Ligue 1. Et ils reprendront face à Monaco. Ils reprendront le 4 janvier face à Nantes, avant de jouer le fameux Trophée des Champions contre Paris le 8 janvier et d'aller à Angers. Donc, ce qui faut aussi du déplacement pour la Ligue 1 le 17 janvier. Donc à partir de là, c'est sûr que mine de rien, ça fait 1, 2, 3, 4 matchs si on compte à la Ligue des Champions pour un tour de Coupe de France aussi. Et un tour de Coupe de France, exactement, Ludo, ce qui montre à quel point, si l'OM n'a pas tous ses joueurs, ça risque d'être compliqué. Limite, ça peut être un tournant de la saison tout simplement. On suivra ça évidemment, on sait en tout cas que ça débat et ça négocie en coulisses entre les sélections africaines et l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup Ludovic Ferro, journaliste à la Provence, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Rémi. On est revenu sur ce match de mardi soir, la victoire de Marseille face à Newcastle. Vous le savez, si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. N'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Belle semaine à tous et on se retrouve jeudi prochain. Salut. RMC After Marseille.